de favoriser tant soit peu le transfert de leurs connaissances, aussi bien au sein d'Alumnis, avec les étudiants congolais qui sont basés en France, mais également avec le public. Alors, aujourd'hui, donc, le webinaire qui nous rassemble, est spécifiquement organisé par le pôle développement professionnel d'Alumnis, qui, lui, a pour but justement de contribuer à la formation et à l'épanouissement de tous les professionnels congolais. Et donc, cela passe par diverses activités, notamment des formations à travers des webinaires comme ceci. Et cela va justement dans le cadre de l'Alumnis Academy, qui vous sera tant soit peu présenté, mieux présenté dans quelques instants. Mais vraiment, l'idée, c'est de contribuer à ce que chaque professionnel congolais, pourquoi pas que professionnel, atteigne en tout cas, monte en compétences, mais également puisse s'épanouir afin d'être performant, en tout cas d'être au point dans sa vie professionnelle, dans sa carrière, et pourquoi pas aussi en dehors de sa vie professionnelle. Alors, aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir euh, Christian Hippoly qui est membre du réseau Alumnis. Alors, Christian Hippoly est consultant en cybersécurité. Et donc, est un professionnel congolais qui est établi en France, qui est basé en France et qui évolue dans le domaine de la cybersécurité. Et j'aurai donc le plaisir de laisser à Christian la parole afin de pouvoir mieux se présenter et donc mener le fil de la discussion de ce webinaire. Et il nous en dira un peu plus et nous en saurons un peu plus sur ce qu'est la cybersécurité, comment éviter d'être une cyber-victime et aussi, on verra qu'avec beaucoup d'interactions, on fera des petits tests, on fera également de petites manipulations pour que chacun d'entre nous, en tout cas, comprenne un peu mieux, mais de façon pratique, puisque voilà, le but de la formation est vraiment que voilà, on puisse, en sortant de ce lieu, en finissant ce moment, que nous puissions voilà, retenir, adopter les bonnes pratiques pour ne plus subir ce dont Christian va pouvoir nous parler ce jour. Alors, je m'en vais donc remettre la parole à Christian, à donner la parole à Christian pour nous en dire un peu plus. Merci, Christian. Rebonjour à tous. Avant de commencer, je vais laisser Macrandy nous envoyer une petite vidéo et après, je vais prendre la parole. Mac, à toi. Mac, pour info, la vidéo, elle passe sans le son. Donc, il n'y a pas le son sur la vidéo, si tu peux revoir ça. Ok, on a certainement un problème de technique, donc je vais reprendre la main et je vous dis encore bienvenue à tous. Donc, merci déjà de vous être rendus disponibles pour venir participer à ce webinaire avec nous. Est-ce que vous pouvez me confirmer par chat avec un signe que vous arrivez tous à bien m'entendre? Juste vérifier que vous avez le son et l'image de mon côté. Yes, donc je vois que Arnold me confirme. C'est bon, image et son OK. OK, on va démarrer. Donc, je vais vous partager mon écran et on va passer quelques minutes ensemble pour échanger autour
de ce beau thème qu'est la cybersécurité. Vous pouvez me confirmer si vous voyez mon écran? Oui, tout à fait. Ok, bah, comme vous le voyez, donc on est réunis aujourd'hui pour parler de la cybersécurité. Ne plus être une cybervictime, c'est le thème de notre notre sujet du jour d'Alumnis Academy. Donc on va passer un peu moins d'une heure à échanger ensemble, autour de ce sujet. La technique, si vous pouvez juste m'aider à vous assurer que les personnes dont les micros sont ouverts, qu'elles puissent être clôturées. Donc, pour commencer, donc je me présente, Christian Hippolyfello. Donc, je suis consultant senior en cybersécurité. Donc, je suis à la fois responsable d'un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité C4 Cyber et j'occupe entre autres la fonction de responsable du pôle développement pro au sein du réseau Alumnis qui nous réunit aujourd'hui pour ce webinaire. Donc, de mon expérience, j'ai eu à travailler principalement dans le secteur bancaire, donc pour plusieurs entreprises dans le secteur de la banque, dans différents postes de responsabilité, tous liés à la sécurité informatique, et travaille également pour d'autres entreprises dans d'autres domaines que le domaine de la banque. Et donc actuellement, j'occupe la fonction de responsable de la sécurité des systèmes d'information d'une entreprise de la place. Aujourd'hui, ce qui nous réunit aujourd'hui ensemble, c'est le réseau Alumnis autour de Alumnis Academy. Donc, cet événement du jour, c'est un prémisse, c'est un peu les prémices de ce que sera Alumnis Academy. Quelqu'un pourrait bien se poser la question de savoir c'est quoi Alumnis Academy. Alumnis Academy, c'est quelque chose que nous avons conçu au sein du réseau Alumnis pour répondre à un besoin criant que nous avons vu au travers des professionnels via des sondages, via ce qu'on rencontre sur les besoins de se former. Donc, Alumnis Academy, c'est quelque chose qu'on construit pour répondre à ce besoin-là, pour équiper les professionnels congolais de France et même à l'étranger en disposant de différents types de formations, comme celui qu'on aura aujourd'hui, des formations qui pourront être axées sur des outils, sur des thématiques bien spécifiques. On aura l'occasion d'en discuter. Et c'est pour moi aussi à la fois l'opportunité de faire un appel à tous ces professionnels de France qui sont spécialisés dans un domaine, qui s'y connaissent, qui ont une certaine appétence pour le domaine de la formation. Rejoignez-nous et ensemble, on va construire, on va co-construire et répondre à ce besoin de formation. On va attaquer notre sujet du jour. Donc aujourd'hui, on va voir principalement 3 points. Donc si vous avez des questions pendant ma présentation, n'hésitez pas à les mettre sur le chat. Et donc les équipes me feront signe et on va voir comment y répondre à la fin de chaque section. Donc on va parler de 3 choses principalement aujourd'hui. Le premier point, on parle de ne pas être une cybervictime. Donc, la première chose qu'on va essayer de faire aujourd'hui, c'est déjà définir c'est quoi la cybersécurité. On a beaucoup parlé de ça. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce qu'il y a dedans autour de la cybersécurité? On va succinctement présenter quelques concepts clés, des définitions générales pour nous permettre d'entrer dans le contexte. Après ça, nous aurons le thème de notre webinaire de ce jour, ne plus être une cybervictime. Donc, on va parler de c'est quoi une cybervictime et avec des exemples pratiques. Et à la fin, on aura l'occasion de discuter des portes d'entrée dans la cybersécurité, de voir quels sont les métiers de la cybersécurité, qu'est-ce que les personnes peuvent faire au sein de la cybersécurité. Est-ce que c'est des fous? Est-ce que c'est des geeks? Donc, on aura l'occasion d'en discuter et de vous présenter différents points. Donc, on va directement attaquer donc, avec quelques définitions. Donc, avant de parler de cybersécurité ou même de sécurité informatique tout court, donc, je trouvais que c'était pertinent dans un premier temps de parler déjà de système d'information. Donc, c'est quoi un système d'information? Donc, comme vous pouvez le lire dans le texte, je ne vais pas relire, c'est l'ensemble des ressources, donc tout ce qui est mis ensemble pour permettre à ce que l'information puisse être stockée, gérée, communiquée entre différentes personnes. Et donc, le système d'information, il implique plusieurs choses, des matériels, un réseau, des logiciels et toute une organisation dans le seul but de collecter et de diffuser l'information. Donc, on est vraiment dans un système qui nous permet à la fois de collecter, de stocker et de permettre aux personnes d'avoir la bonne info au bon moment. Donc, dit cela,
tout ça va nous ramener à la problématique de la sécurité informatique. La sécurité informatique, elle intervient pour sécuriser le système d'information. Donc, la sécurité informatique, elle se définit comme tout ce qui est mis en place pour permettre à ce que le système d'information soit sécurisé. Donc, cela passe de tous les moyens, à la fois techniques, en termes d'organisation, en termes juridiques, mais dans le seul but de s'assurer que le système d'information soit protégé. Et pour comprendre la sécurité informatique, j'ai tenu à présenter, je ne sais pas si vous voyez le petit stylet que je fais, je vais vérifier si je l'ai, une seconde. Ces 4 concepts clés, donc la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la traçabilité. Donc, la sécurité informatique repose sur ces 4 concepts clés. Donc, quelqu'un me dira, on entend quoi par confidentialité, on entend quoi par intégrité, on entend quoi par disponibilité. Je vais essayer d'y répondre avec des exemples simples, sans rentrer dans des définitions académiques ou scolaires. Donc, quand on entend confidentialité, c'est le fait de s'assurer que la personne qui lit l'information ou qui a le message, ce soit bien la bonne personne. Donc, Christian envoie un document à Alumnis. La confidentialité permet de s'assurer que c'est uniquement Alumnis qui lira le message que j'ai envoyé. Le deuxième point, l'intégrité. En quoi elle consiste l'intégrité? Donc, le concept d'intégrité consiste au fait que le message que j'ai envoyé à Alumnis soit bien celui qu'Alumnis va recevoir. Donc, m'assurer ou nous assurer que le message envoyé par la personne A, qui est Christian dans l'exemple que je donne, est bien le message reçu par la personne B, qui est Alumnis dans notre cas d'espèce. Parce que malheureusement, comme vous le savez, des attaquants, des cyberattaquants peuvent saisir un message, le modifier, le troquer, et donc tout l'ensemble des mesures d'intégrité permet de nous assurer que le message envoyé est bien le message reçu. En troisième point, la disponibilité, c'est le fait de s'assurer que ce message-là, il est disponible, donc que la personne qui a besoin de ce message-là arrive à l'avoir à temps, que le service ou le système qu'il utilise a bien l'information voulue en temps voulu, et nous verrons qu'il y a certains types d'attaques qui font en sorte de rendre indisponible un service, un message, et donc la sécurité informatique s'assure aussi de la disponibilité de ces informations. Et le tout dernier, et pas de moindre, dans ce qu'on appelle la traçabilité ou l'auditabilité, c'est la capacité de s'assurer que le message que j'ai reçu de façon confidentielle, qui était bien intègre, qui est bien disponible de mon système d'information, provient bien de la bonne personne. Donc, cette capacité à nous assurer qu'on peut tracer de façon claire qui a envoyé le message. Donc, ces 4 principes clés vont nous conduire tout au long de toute la présentation parce que toutes les victimes ou toutes les cybervictimes le sont parce qu'il y a violation de l'un de ces 4 principes. Donc, ça, c'est le premier point qu'il faut qu'on puisse retenir. Et après, on arrive à la cybersécurité. On en entend beaucoup parler de plus en plus. Les gens nous parlent de cybersécurité, cybersécurité. Il y a 10-20 ans, les gens parlaient uniquement de sécurité informatique. Donc, c'est pour dire que c'est un néologisme qui est construit autour de la cyber et de la sécurité. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que la cybersécurité va au-delà, dans ses implications, elle va au-delà de la sécurité des systèmes d'information. Aujourd'hui, elle concerne la souveraineté des États, des enjeux stratégiques et économiques des entreprises, dans un jeu à la fois politique, comme nous le voyons aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, avec les Russes, on en parlera également. Donc, la cybersécurité prend vraiment cette envergure-là beaucoup plus importante, beaucoup plus large que sur le simple prisme de sécuriser un système d'information. Ici, j'ai un nuage de mots avec plusieurs mots qui sont là. Je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez me répondre. Est-ce que ça vous dit quelque chose qui peut me répondre par rapport à… Je vais essayer d'ouvrir mon chat pour éviter à ce que les personnes ouvrent le micro. Et derrière, est-ce que ça vous dit c'est quoi une faille, c'est quoi un rançon logiciel? Je vais juste avoir quelques commentaires. Et après, on va essayer de balayer rapidement ces quelques mots pour voir quelques définitions avant de pouvoir avancer.
Ne me dites pas qu'il n'y a aucun mot qui parle à personne, parce que dans le chat, j'ai aucun message. Hacker, rançon logiciel, VPN, cookie. OK, bah, c'est déjà intéressant. Donc, il y a beaucoup de mots. Cookie qui revient encore. Brouteur. Donc, ça, c'est intéressant. Donc, il y a les brouteurs qui reviennent. Ça a été détecté. OK. Donc, je vais essayer de donner quelques définitions. Phishing, faille. Voilà. Donc là, vous voyez, on a un nuage de mots avec plusieurs mots, des mots que vous pouvez entendre autour des discussions autour de la sécurité ou de la cybersécurité. Donc, il y a des gens qui vous parlent d'une faille a été détectée. Les gens peuvent vous parler d'une cyberattaque. Une faille, c'est une faiblesse de quelque nature, une faiblesse qui peut intervenir dans le code d'une application, une faiblesse dans la configuration d'une application. Et donc, les failles, ce sont les portes d'entrée qui permettent aux attaquants de pouvoir exploiter et violer l'une des 4 règles qu'on a vues tout à l'heure, soit la confidentialité, soit l'intégrité, soit la disponibilité ou soit la traçabilité. Donc, la faille permet à un attaquant de pouvoir violer l'une de ces règles-là. Donc, je vais prendre un deuxième mot, rançongiciel. Est-ce que ça parle à tout le monde, celui-là? Non. Donc, j'ai une réponse. Rançongiciel, ça ne parle pas à tout le monde. Donc, ce terme, il est le plus souvent utilisé de façon générale en anglais. Donc, vous avez entendu parfois parler de ransomware. Donc, rançongiciel, c'est un concept qui intervient aujourd'hui des attaquants ou des cyberattaquants qui bloquent ton système d'information. Et pour te permettre d'accéder à tes fichiers, à ton ordinateur, à tes données, ils te demandent de payer une rançon. Donc, c'est une rançon que tu payes pour pouvoir récupérer tes données. Pour ceux qui sont en France et qui connaissent, il y a quelques semaines, l'hôpital de Melun, si je ne dis pas de bêtises, ils ont été victimes d'une attaque, d'une cyberattaque, et les attaquants ont demandé de payer une rançon. Et donc, c'est ça qu'on appelle rançon logicielle. Donc, c'est des rançons, on te demande de payer le plus souvent en Bitcoin pour te permettre de récupérer soit les données de ton ordinateur, les données de ton entreprise et de pouvoir reprendre ton activité. Donc, de façon simple, c'est ça, l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Voilà. Donc, c'est ça un rançongiciel. Donc là, on est bon sur ça, social engineering, phishing, et on aura l'occasion d'en discuter plus en détail lorsqu'on aura avancé. Je prends un dernier mot et puis on avance. Est-ce qu'il y a un dernier mot qui n'est pas clair dans ce nuage? Donc, il y a quelqu'un du nom de iPhone. Donc, iPhone nous pose la question de savoir c'est quoi un pentest et Richard me demande c'est quoi un phishing. Rachel, c'est quoi un malware? Donc, je vais en prendre deux. Je vais en prendre deux et on va avancer. Donc, je prends pentest et je prends malware. Un pentest, c'est un exercice, si je peux l'appeler comme ça. C'est un exercice, c'est un test qui est exécuté par des professionnels de la sécurité autour d'un système d'information, autour d'une application. Donc, c'est des personnes qui viennent tester la robustesse d'un point de vue informatique de votre système ou de votre application. Donc, c'est des personnes qui viendront, des personnes bienveillantes, bien sûr, qui font des tests de pénétration. Donc, pen test pour pénétration, test. Donc, ils font des tests de pénétration au système d'information. Donc, ils vont tester avec différentes techniques s'ils peuvent accéder à votre application, s'ils peuvent avoir plus de droits, s'ils peuvent voler des données. Donc, c'est l'ensemble des tests qui sont faits pour vérifier la robustesse d'un système d'information, d'une application. Donc, les personnes qui le font, ce sont des pentesters. Donc, c'est un métier dans la cybersécurité, parmi plein d'autres métiers qu'il y a dans la cybersécurité. Il y a des personnes qui sont spécialisées en pentest, ou on appelle entre autres aussi de la sécurité offensive.
Donc, c'est eux qui font des tests d'intrusion sur les systèmes d'information. Donc, c'est ça le pentest. OK. On prendra un dernier mot et puis on va avancer pour courir derrière le temps. Le phishing. Donc, le phishing, c'est un type d'attaque qui consiste à tromper une personne, envoyer un message, un mail qui se fait passer comme étant légitime dans le seul but de pousser la personne de cliquer sur un lien. Et ce lien-là est le plus souvent malveillant. Donc, le lien contient soit un virus, soit soit un virus, soit une charge qui permet de créer une faille dans votre système d'information. Donc, les attaques de type phishing sont des attaques informatiques qui consistent à envoyer via différents canaux, par mail, par SMS, des messages en apparence légitimes dans le seul but de pousser quelqu'un à faire un clic et rendre vulnérable son entreprise. On va en discuter. Je vais essayer de revenir dessus juste après, mais là, j'ai avancé. Donc, on parle de tout ça. On est en train de parler de, on a vu les cyberattaques, on a vu le phishing, on a vu tout ce qui est rançongiciel. Il faut qu'on comprenne aujourd'hui qu'il y a 15-20 ans, les personnes qu'on appelait les hackers qui faisaient des attaques, qui détruisaient certains systèmes d'information, c'était des personnes individuelles. Aujourd'hui, on parle des entreprises. Donc, les hackers sont des entreprises à part entière. Donc, il y a des groupes qui existent comme ceux que je vous ai présentés là sur cette présentation, le groupe Lizard Squad, le groupe Anonymous que beaucoup connaissent, le groupe Unit 9200. Et ces groupes-là ne sont plus seulement tenus par des personnes malveillantes. Il y a certains groupes qui dépendent des États. Donc, il y a des États qui financent des groupes de hackers pour pouvoir mettre à défaut d'autres États. Et donc, d'un point de vue financier, ces attaques, il y a certains qui n'ont que le seul but de voler les données à caractère personnel pour les revendre, de voler des données bancaires, de faire de la fraude, de faire des rançons pour pouvoir s'enrichir. Donc, le seul but de ces attaquants-là, c'est de faire de l'argent. Et donc, on a des dizaines de groupes qui n'ont que pour but de faire de l'argent et de pouvoir attaquer des personnes. On a d'autres groupes qui sont plus idéologiques, des groupes de personnes qui sont plus soit contre écologique, contre tel ou tel autre mouvement, qui, elles, construisent des attaques informatiques dans le seul but de pouvoir revendiquer quelque chose. Et donc, ce n'est plus des personnes individuelles, mais c'est vraiment des groupes entiers qui font des attaques organisées dans le but de vraiment mettre à mal une entité, une organisation pour répondre à un besoin idéologique. Et le tout dernier, et pas des moindres, aujourd'hui, nous avons des attaquants de plus en plus formés d'un point de vue politique, des groupes d'État. Donc, je peux prendre l'exemple de la Syrie qui a la Syrian Army, l'Israël qui a une armée des hackers, la Russie et tous les pays aujourd'hui industrialisés ont des armées d'hackers. Donc, c'est une branche aujourd'hui dans leur armée, l'armée de terre, les forces fluviales, l'aérospatiale, et il y a une branche cyber aujourd'hui qui existe dans pratiquement toutes les armées organisées, du moins dans les pays développés du monde. Et donc, ceux-là, ils ont plusieurs buts qui sont différents des autres, soit des buts d'espionnage, le vol des secrets industriels, la manipulation des données électorales. On a pu le voir avec les élections aux États-Unis, avec les élections pour la sortie du Brexit. Donc, c'est de plus en plus fréquent. Et pas plus tard aujourd'hui, sur cette partie-ci politique, j'ai lu que la cyberarmée ukrainienne, si je peux l'appeler comme ça, a attaqué le site du groupe militaire russe Wagner et ils ont pu récupérer des données personnelles et ils l'ont revendiqué officiellement pour dire qu'on a attaqué, on a récupéré ces données-là, ça nous permettra de punir ou de sanctionner les personnes qui attaquent notre pays. Donc, pour qu'on comprenne vraiment que les enjeux aujourd'hui sont vraiment beaucoup plus larges que le simple fait de protéger son application, son système d'information. Les enjeux sont vraiment d'ordre mondial et les coûts derrière sont non négligeables. Et pour illustrer ce propos, je vais vous donner quelques chiffres pour qu'on voie à peu près l'ampleur à la fois du marché, de qu'est-ce que ça peut représenter en termes de coûts. Donc, on peut voir sur ce support que
le premier point à retenir, c'est que la grande majorité, la très grande majorité des violations cybersécurité sont causées par une erreur humaine. Très souvent, l'erreur, c'est de penser qu'avoir les bons logiciels, les bons outils, les bonnes protections, c'est ça qui font la protection. Mais la réalité, c'est que l'humain reste au cœur de tout le mécanisme. Et donc, on peut voir, ça c'est un chiffre que j'ai récupéré d'une étude du Cyber Report, un groupe qui reporte des informations pour le coût annuel de la cybercriminalité. Donc, ils font des projections que d'ici 2025, le coût de la cybercriminalité, donc ce qui implique le coût des temps d'indisponibilité des entreprises, des données volées, des cartes bancaires, s'estime à 10,5 billions de dollars d'ici 2025. Et rien que sur l'année dernière, en 2021, le coût estimé, c'était 6 billions par an. C'est de l'estimatif. Et j'essaierai de vérifier les chiffres plus fins, mais ça me permet d'avoir un ordre d'idée. 500 milliards par mois. Donc, on est en train de parler même pas des budgets d'État, des budgets des organisations limites comme l'Union européenne, le coût réel. Donc, les coûts sont énormes. Donc, on voit clairement qu'on est sur des enjeux à la fois beaucoup plus larges que le simple fait d'avoir un système d'information. Et d'un point de vue financier, c'est énorme en termes de chiffres. Et donc là, j'ai pris à votre droite deux exemples de deux entreprises françaises qui ont été victimes d'une cyberattaque en 2017. Donc, le groupe Saint-Gobain et le groupe Merckx. Et le groupe Saint-Gobain, ils ont été victimes d'une attaque. Le nom de l'attaque, c'était WannaCry ou NotPetya, pour ceux qui connaissent. Et à la fin de cette attaque, donc pour pouvoir relancer leur système d'information, le coût des pertes estimées a été de 250 millions de dollars. Et pour l'autre groupe, 620 millions. Donc, on est sur un demi-milliard qui peut toucher potentiellement une entreprise. Une attaque de ce coût pour une PME, l'entreprise, elle ferme. Vous faites banqueroute uniquement parce que vous avez fait une négligence d'un point de vue financier, d'un point de vue cybersécurité, et l'entreprise, elle ferme. Là, je viens de voir une question d'Arnold. Je vais y répondre tout à l'heure, mais j'ai vu qu'il y a déjà une réponse dans le chat. Donc, la nuance entre hacker et pentester, c'est ce que Glody a répondu. Donc, la nuance, c'est que le pentester, il fait des attaques, mais dans le but de protéger. Donc, il travaille pour l'entreprise, avec l'entreprise, dans le but de détecter les failles afin qu'on les corrige. Le hacker, lui, il attaque dans le but de détecter une faille, de l'exploiter à son avantage. Un pentester peut être considéré comme un white hacker. Donc, il est payé comme un white hacker du coup. Oui. Donc, je confirme bien ce point-là. N'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat. Donc, si je ne les vois pas sur le coup, je pourrais y revenir juste dans la foulée. OK, on va attaquer aujourd'hui. Donc là, après avoir posé ces bases, défini ces quelques grandes lignes et mis en avant le contexte dans lequel intervient. Donc, le but pour nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que je fais pour ne plus être une cybervictime. Donc, on va discuter de quelques techniques, voire quelques moyens pour pouvoir réduire au maximum le risque d'être une cybervictime. Donc, il n'y a pas de solution parfaite qui garantirait à 100% de ne plus être une cybervictime, mais on va partager sur des exemples pratiques qui vont nous permettre de voir comment réduire au maximum le risque d'être une cybervictime. Donc, en premier, en définition, c'est quoi une cybervictime? On se pose tous la question. Elle est simple, la réponse, c'est toute personne, donc une personne ou une organisation, une entreprise, une localité, une collectivité qui est victime d'un acte malveillant commis par le canal, par le biais d'Internet. Par le biais d'Internet, par les biais des nouvelles technologies. Donc, cette personne-là, elle est une cybervictime. Et on peut voir qu'il y a plusieurs catégories ou plusieurs types d'attaques qui peuvent
entraîner ou occasionner à ce qu'une personne soit une cybervictime. Donc, j'ai parlé en introduction des attaques par type phishing. Donc, c'est des attaques très courantes où des personnes reçoivent des mails, des messages. Donc, ces attaques-là, une personne victime de ça est une cybervictime. Il y a des attaques par fraude d'identité, quelqu'un qui récupère ton identité sur Internet, se fait passer pour toi et derrière fraude et que tu te retrouves avec des problèmes. Donc ça, ce sont des attaques qui existent, qui sont exploitées au quotidien. Nous avons notamment les vols des données financières. Ma carte bancaire a été piratée, mon RIB a été volé. Donc, on a toute une organisation, des types d'attaques spécifiques qui sont faits dans le but de pouvoir récupérer ces informations et pouvoir les exploiter. Nous avons le vol d'accès, ce qui est très critique et très important. Donc, des personnes qui, ou des organisations aujourd'hui, je préfère même en parler, personnes ou organisations, qui n'ont qu'un seul but, voler des accès d'un utilisateur à un système d'information, à une application critique pour pouvoir l'exploiter et faire de l'argent derrière. Nous avons des attaques par ransomware ou par rançon logiciel, donc des rançons logiciels donc, qui se répandent de plus en plus, des attaques qui font en sorte que les attaquants rendent indisponible l'ensemble du système. Donc, vous êtes incapable d'ouvrir votre ordinateur, d'aller sur votre navigateur. Et donc, il y a ce type d'attaque. Nous avons des attaques par social engineering ou en français, je dirais plutôt ingénierie sociale. Sont des attaques qui se basent sur la psychologie. Donc, l'attaquant joue sur votre psychologie pour pouvoir récupérer des infos, vous mettre en confiance et derrière exécuter son attaque. Et en tout dernier, on a tout ce qui tourne autour du cyberespionnage. Donc, on en a parlé notamment avec les enjeux politiques. Vous voyez qu'on pouvait en citer encore plus. Donc, la liste que nous avons choisie là aujourd'hui, elle n'est pas exhaustive, mais on va essayer de prendre quelques exemples parmi ces types d'attaques, voir quels sont les risques qui sont les nôtres, quelles sont les mesures que nous devons appliquer pour un usage personnel, pour un usage en tant qu'organisation, afin de pouvoir réduire au maximum le risque d'être la prochaine cybervictime. Et pour commencer, on va parler en premier du mot de passe. Donc, je voulais commencer en premier sur le mot de passe parce que je crois que c'est l'un des maillons les plus faibles dans la chaîne. Donc, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, on est tout le monde à un réseau social et sur les réseaux sociaux, utilise des applications de vente en ligne, accède à sa banque, plusieurs applications d'entreprise. Dans la quasi-totalité de ces services, ils nous exigent une authentification. Donc, il nous exige une authentification. Et cette authentification-là ne passe pas toujours par le mot de passe. Donc, ça, c'est une précision à avoir. Donc, il y a des personnes, quand je veux ouvrir mon iPhone et qu'on me demande le Face ID, c'est une authentification. Et l'élément qui permet de m'authentifier, ce n'est pas mon mot de passe, c'est mon visage. Donc, on a plusieurs moyens d'authentification et l'un de ces moyens d'authentification est le mot de passe. Et donc, aujourd'hui, je voudrais parler spécifiquement sur le mot de passe et voir qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à cela. Donc, on peut voir qu'il y a la grande majorité d'attaques qui sont réalisées sont faites à cause des mots de passe qui sont récupérés, des fuites de données. Donc, on a des mots de passe qui sont récupérés et les attaquants, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont qu'à réutiliser les mots de passe. Pourquoi? Parce qu'une grande majorité de personnes, donc ça c'est une étude qui a été conduite par Verizon en 2019, on s'est rendu compte que plus de 20% de personnes de l'étude qu'ils avaient faite utilisaient des mots de passe extrêmement faibles. 1, 2, 3, 4, 5, AZERTY, Toto 2022. Ces mots de passe, la faiblesse de ces mots de passe facilite la tâche aux attaquants. Il peut juste se dire, j'ai accès au système de, je vais prendre un nom, voilà, j'ai vu Célèbre Mawonda, je vais tenter Mawonda 2022. Et dans la grande majorité de cas, il y a des personnes qui utilisent des mots de passe comme ça. Il reprend son nom, il met Mawonda 2022. Et donc, on doit être conscient que l'un des vecteurs importants des cyberattaques, c'est les faiblesses au niveau de l'authentification. Les hackers, les cyberattaquants vérifieront toujours à 99% des cas s'ils peuvent attaquer en passant par le vecteur de l'authentification. D'où l'importance d'avoir des mots de passe
des mots de passe robustes, des mots de passe différents entre les entités. Et pour le dire, je le dis en tant qu'individu, mais en termes d'exemple, il y a Uber, il y a Yahoo, il y a Microsoft. C'est des grands groupes qui ont été victimes de cyberattaques à cause des faiblesses d'authentification. Mots de passe, problématiques d'authentification et des attaques qui leur ont coûté beaucoup d'argent. Donc, c'est important qu'on puisse en être conscient. Et pour avancer, je voulais qu'on fasse un premier exemple pratique, vous donner un premier cas pratique pour comprendre déjà comment est-ce que le fait que j'utilise un mot de passe faible, le fait d'avoir le même mot de passe m'expose moi aujourd'hui à des risques. Aujourd'hui, tout le monde, via son téléphone, via sa tablette, a des mots de passe. Et on se rend compte à chaque fois que je me connecte sur un site, je me connecte sur une plateforme, il y a mon Google Chrome, il y a mon navigateur qui me demande d'enregistrer le mot de passe. Donc, j'enregistre mes mots de passe dans mon navigateur. Premier conseil, ne plus faire ça ou ne plus enregistrer ces mots de passe dans le navigateur. Donc ça, c'est un premier élément et je vais expliquer pourquoi il est important de ne pas enregistrer les mots de passe dans le navigateur de façon pratique. Aujourd'hui, j'utilise Google Chrome dans mon ordinateur. Et quand je me connecte sur Facebook, j'enregistre les mots de passe. Quand je me connecte sur mes applications de banque, j'enregistre mes mots de passe. Quand je fais toutes mes opérations, j'enregistre mes mots de passe. J'ai le même Google Chrome sur mon téléphone. Pour moi, ça me facilite la vie. Même sur mon téléphone, quand je veux accéder, je rentre sur la même chose. J'ai tous mes mots de passe. Demain, il suffit que quelqu'un ait juste accès à mon téléphone ou à mon ordinateur. Dans la façon où les choses sont configurées de base, il lui suffit de quelques clics pour aller paramètres, mots de passe, afficher les mots de passe et avoir accès à tous vos mots de passe. Aussi simple que ça. On n'est même pas sur une attaque, on n'est même pas sur une personne qui attaque, juste en termes de configuration simple. J'ai laissé mon téléphone a un schéma que je débloque, quelqu'un connaît le schéma, il va sur mon Google Chrome, il a accès à toutes les infos. Donc, ça paraît facile et simple comme façon d'utiliser, mais aujourd'hui, c'est l'un des vecteurs les plus importants. Donc, quelqu'un qui réutilise les mots de passe, qui enregistre ses mots de passe sur le navigateur, il s'expose à des risques. Donc, ce que vous me direz, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, Christian, pour avoir un mot de passe plus solide? Qu'est-ce que je peux faire pour éviter le fait d'enregistrer mes mots de passe dans mon navigateur? Mais moi, je veux avoir la même vie, qu'elle reste simple. Quand je veux accéder à un site, comment je peux faire de façon simple? Je vais rapidement lire les questions et je vais essayer de répondre à vos questions dès qu'on finit cette première partie. J'ai vu quelques questions sur le chat et je vais y répondre. Et donc, aujourd'hui, on se pose la question de savoir comment je fais pour me protéger, limiter mon exposition face à ces risques ici. Moi qui aime utiliser, enregistrer les mots de passe sur mon navigateur. Donc, je prends des conseils sous deux angles. Un premier angle que je vais développer, un angle plus professionnel pour les entreprises et les organisations. Aujourd'hui, une organisation, une entreprise ne peut plus fonctionner sans ce qu'on appelle dans l'une des branches de la sécurité une politique claire en termes de gestion d'identité et d'accès. Donc ça fera certainement l'objet des formations à venir qu'on aura dans Alumnis Academy à destination des professionnels des entreprises, tout ce qui tourne autour de la gestion des identités et des accès. Donc, le mot de passe, c'est un élément qui fait partie de tout cet ensemble. Comment je gère les personnels chez moi, comment je gère leurs accès, comment je leur permets de se connecter. Le deuxième point en tant qu'organisation, c'est de se dire quelle est la politique de mot de passe que je veux appliquer. Donc ça, c'est un deuxième élément pour les entreprises. En 3, utiliser des coffres-forts numériques. Donc, on va en parler à la fois pour les entreprises, pour les professionnels, qui va répondre à ce besoin-là. En 4, c'est utiliser l'authentification à double facteur. Je vais expliquer ce concept parce qu'on va faire un test ensemble d'authentification à double facteur.
on fera un test ensemble sur cette partie-là. Et en tant que particulier, j'ai vu des gens me dire, mais moi, j'utilise que Google Chrome. Sans ça, qu'est-ce que je peux faire? Il y a certains qui utilisent des mots de passe Toto 2022. Comment je peux faire pour avoir un mot de passe solide? Quelqu'un connaît c'est quoi les passe-phrases? Est-ce que si quelqu'un connaît sur le chat, il peut me faire signe? OK. Donc, les passe-phrases, donc je vais expliquer de façon simple, c'est une phrase que tu connais, que tu as dans la tête, qui te permet de construire un mot de passe. Voilà, exactement. Un mot de passe sous forme de phrase. Je vais regarder dans ce qu'on a ici sur l'écran. Sur l'écran, j'ai écrit organisation, particulier. On a peut-être Alumnis. J'ai envie de construire un mot de passe. Je peux me dire Alumnis est une organisation particulière. Et donc, derrière, la phrase, donc je mets dans le chat, Alumnis est une organisation particulière. Ça, c'est mon passe-phrase. Et derrière, je peux construire un mot de passe à partir de ça. Et je joue avec les termes, je rajoute des chiffres. Aujourd'hui, on est le 24. Et donc, derrière, quand je connais un chiffre, par exemple, je me dis, moi, je suis né le 4 juin 4-6, je peux construire à partir d'un passe-phrase. Alumnis est une organisation particulière. Je prends AL pour Alumnis, E pour est une organisation, OS, je peux le faire jouer entre majuscules et minuscules 46. Et derrière, je peux construire des mots de passe solides en utilisant juste un passe-phrase que je connais. Donc, une phrase que j'ai en tête, je n'ai pas besoin. Et derrière, l'un des tips que moi j'utilise, c'est que j'ai un passe-phrase. Quand je suis sur Facebook, dans le même passe-phrase avec mes chiffres et mes mots, je mets FB. Quand je suis sur Twitter, je mets TT par exemple. Quand je suis sur, je ne sais pas, un autre truc, ça fait que j'ai un passe-phrase qui est solide sur 10, 12 caractères pour que je me localise. Tu retiens juste un seul passe-phrase avec ce mot de passe-là et derrière, je peux jouer sur les 2 derniers digits. L'association sur les plateformes, si tu joues à la fin, tu construis ton passe-phrase et les 2 derniers digits de ton mot de passe, c'est la plateforme à laquelle tu te connectes. Faut que la personne connaisse son passe-phrase. Donc, c'est quelque chose que toi, tu construis. Mais quand plus le mot de passe il est lent, plus le craquer devient difficile. Plus le mot de passe est lent, plus le craquer devient difficile. Je voudrais qu'on fasse un test tous ensemble, pour ceux qui le peuvent. Il y a un lien qui a été mis sur le chat d'une plateforme. La plateforme, c'est Have I Been Pound. Si vous pouvez juste vous connecter, et moi, je me connectais également et on verra qu'est-ce qu'on peut avoir comme information là-dedans et comment est-ce qu'on peut le faire. Il y a une question, est-ce que c'est bien d'utiliser une phrase du dictionnaire? Je ne demande pas de mettre une phrase, un mot entier du dictionnaire, de prendre une lettre par-ci, une lettre par-là du mot. Donc, pareil que vous, moi, je clique, vous voyez mon écran. Je suis tombé sur ce site ici. Ce site, c'est un site qui permet aux personnes de vérifier si leur adresse mail, si leur téléphone, si leurs informations ont été diffusées dans l'une des cyberattaques qui est arrivée au monde. Donc, je vais faire un test pour vous montrer. Je ferai un test là. Je me connecte. Je mets une de mes adresses. On ne voit pas la page sur laquelle tu es. Vous ne voyez pas la page sur laquelle je suis? On n'a partagé que Zoom, je pense. OK, je vais revoir mon partage. Arrêtez le partage d'écran. Et là, vous voyez mon écran? Vous pouvez me confirmer si vous voyez l'écran? C'est bon. Oui, C'est tout bon, c'est tout bon, c'est tout bon. C'est tout bon. Je tape mon mail. C'est le mail que j'utilise sur l'un de mes réseaux sociaux. Oups, qu'est-ce que je vois là? Cette adresse mail est sortie dans 5
brèches, donc 5 brèches de données. Et en vérifiant en bas, je peux voir qu'il y a eu ce site Internet sur lequel je m'étais enseigné en 2016. Donc, il y a eu une attaque. Qu'est-ce qui a été compromis? Les adresses mail et les mots de passe. Dailymotion, que presque tout le monde connaît, les adresses et les mots de passe. DataCamp, adresse, localisation, adresse IP, mon nom, le mot de passe. Et donc, ça fait que une personne qui utilise le même mot de passe partout, en se disant dans la logique, ah, c'est difficile à retenir, j'utilise la même chose. Donc, il suffit que l'un des sites sur lesquels tu te connectes ou vers quoi tu as l'habitude d'aller a été touché. Automatiquement, l'attaquant a juste à réutiliser le même couple, login, mot de passe, et mon ami, tu es une cybervictime. Tu te retrouves à faire des messages sur Facebook, ne répondez pas aux messages, mon compte a été piraté. Le compte n'a pas été piraté, l'attaquant est tombé sur le login et sur le mot de passe. Moi, c'est quelque chose que j'utilise régulièrement, vérifier sur ce site. Est-ce que mon adresse mail, les données ont été publiées? Donc, je vous rassure, typiquement, après avoir vu ça, j'avais changé le mot de passe sur les principaux comptes que j'utilise. Donc, j'avais eu à changer le mot de passe sur les principaux que j'utilise. Et donc, derrière, vous pouvez faire ce test ici à titre personnel pour voir vous en êtes où. Et aujourd'hui, pour ceux qui ont iPhone, je pense depuis l'iOS 15, iPhone a inclus cette option-là pour les mots de passe que eux stockent. Donc, ils font de la vérification pour vous. Si l'une de vos adresses ou l'un de vos mots de passe, pas le mot de passe, mais l'adresse mail a été retrouvé dans une fuite de données, en allant sur les paramètres, il vous montre que tel compte, tel mot de passe a été potentiellement vulnérable parce que l'entreprise dans laquelle vous la stockez a été attaquée et donc on a la possibilité d'avoir l'information. Vous avez fait le test. Est-ce que une ou deux personnes peuvent me donner le résultat de leur test? Qu'est-ce que ça donne pour eux? Personnellement, mon adresse mail principale a été truc une fois sur Canva. Bon, mince. Moi, je suis chanceux. Petit Ça n'a conseil, jamais est-ce possible été de le accessible. mettre sur le chat pour éviter à ce que les micros s'ouvrent au même moment? On le met sur le chat, s'il vous plaît. Ça va 3 fois, jamais piraté. Canva aussi des voleurs. Clean de mon côté. OK. Donc, ça, c'est good. Donc, il y a certains qui sont bons. Il y a d'autres qui doivent certainement revoir les choses. Et donc, je pense que c'est des choses à faire. Et le deuxième point que je voudrais qu'on fasse tous un test, et on va faire un test tout ensemble, c'est l'utilisation des gestionnaires de mots de passe. Je vais expliquer pourquoi, parce que je vous ai dit de ne pas utiliser Google Chrome, que ce n'est pas forcément la bonne approche. Et j'ai donné un exemple de comment facilement quelqu'un pouvait accéder à ce coffre-fort-là. Aujourd'hui, on a plusieurs applications qui permettent de faire la même chose que ton navigateur te propose, mais de façon beaucoup plus sécurisée. On a des solutions comme KeePass, des solutions comme Dashlane qu'on peut rajouter comme extension sur son navigateur. La différence principale avec le mot de passe que j'ai sur mon Google Chrome, sur mon Firefox, c'est que ces solutions ici me permettent de définir un mot de passe qu'on appelle un mot de passe maître. Donc, quelqu'un qui a accès à mon ordinateur et qui a même accès à mon navigateur ne peut pas voir mes mots de passe s'il n'a pas le mot de passe spécifique qui permet d'ouvrir mon Dashlane ou mon KeePass. Donc, ça fait que derrière, ça devient beaucoup plus difficile pour quelqu'un de pouvoir, à la fois, il a accès à mon téléphone, il a accès à mon ordinateur à distance. Et quand il va aller pour récupérer mes mots de passe, on lui demandera de donner encore un autre mot de passe qu'il ne connaît pas. Et ça te donne une couche supplémentaire de sécurité avec la même utilisation. Donc, quelqu'un qui utilise Dashlane, il ne renseigne plus non plus ses mots de passe. Donc, son navigateur, automatiquement, via l'extension, fait la même chose en lui demandant, en complétant automatiquement avec, à fréquence régulière, des demandes
de validation du mot de passe pour s'assurer que c'est bien la bonne personne qui le fait. Donc ça, c'est un premier élément. Pensez à des solutions. Donc là, j'ai pris juste un exemple de 2. On peut en avoir plusieurs qui existent. Des solutions autres que le fait de protéger, d'utiliser le navigateur. Une deuxième option, ça, pour ceux qui sont amoureux de son mot de passe sur Google Chrome, qui ne veut rien faire, ce serait de pas d'écrire sur le stylet le papier, hein, comme j'ai lu quelqu'un qui a écrit on va écrire sur le bloc-notes à l'ancienne. Donc, de pas écrire à l'ancienne, c'est de renforcer la sécurité de son navigateur. Donc, je stocke mes mots de passe sur mon Google Chrome, mais je demande que pour que quelqu'un accède à mes mots de passe, qu'il vous donne un autre mot de passe spécifique. Donc, on a également la possibilité de renforcer la sécurité comme ça. Donc là, le conseil, c'est tester des solutions gratuites. Moi, j'utilise personnellement Dashlane, que j'adore. J'utilise personnellement Dashlane. J'utilise KeePass d'un point de vue professionnel au niveau du travail. Et donc, ça, c'est vraiment des conseils. Pensez à utiliser d'autres solutions. Ça paraît simple, facile, mais il y a des solutions plus sécurisées qui permettent de faire la même chose et qui peuvent nous éviter. Il y a certains qui sont free et il y a d'autres qui sont payants. KeePass a une version free et jusqu'à 50 ou 100 mots de passe enregistrés. Après, excéder ça, ça devient payant. Et donc, il y a des solutions qui sont free et payantes. Après, moi, de mon point de vue, entre payer un abonnement à 1 euro ou 2 euros et me faire hacker mon compte en banque, perdre 15 000 euros, en termes de retour sur investissement, je donne les 2 euros par mois. Ça, c'est à titre personnel. Le deuxième conseil, donc là, le premier que je veux qu'on retienne, c'est l'utilisation des gestionnaires de mots de passe. Le second, c'est de mettre en place la double authentification. Je vais expliquer pour ceux qui ne connaissent pas, la double authentification. La double authentification, c'est le fait d'ajouter un second facteur afin de pouvoir accéder à une ressource. Donc, j'explique. Aujourd'hui, pour me connecter à mon Facebook, je rentre mon login et mon mot de passe, j'ai accès à mon Facebook. Ça, c'est une authentification simple. Donc, j'accède. Le jour où quelqu'un, par le plus grand de malheurs, connaît le mot de passe de mon Facebook, il accède à mon Facebook automatiquement depuis où elle est. Utiliser un outil pour faire de la double authentification, il y en a plein. Il y a l'authenticateur de Microsoft, il y en a pour Google, il y en a qui sont professionnels de Symantec. Donc, je vais vous conseiller, chacun de façon libre, il y a quelques exemples qui ont été donnés sur le chat, de pouvoir télécharger sur App Store, sur, je ne sais plus, j'ai oublié sur celui d'Android, de télécharger un outil et on va faire un test pour voir comment est-ce que l'utilisation de la double authentification de l'authentification à double facteur peut nous aider à réduire le niveau d'exposition, typiquement Play Store, typiquement sur les accès. Donc, je vous laisse télécharger l'authentificateur et on va faire un test on fera un test juste après cette présentation sur la partie réseaux sociaux. J'ai une dernière question. Quelqu'un me demande, au-delà de ces solutions, est-ce qu'on connaîtrait des solutions de génération de mots de passe? Pour répondre à la question, Dashlane et KeePass génèrent des mots de passe. Donc, on s'est posé la question de se dire comment je fais pour retenir 100 mots de passe. J'utilise KeePass ou Dashlane. Je ne connais qu'un seul mot de passe. Le mot de passe maître qui me permet d'accéder à l'outil. Derrière, l'outil génère pour moi, pour chaque site, des mots de passe robustes que je n'ai pas besoin de connaître, que je n'ai pas besoin de retenir. Je connais mon mot de passe maître et derrière, il gère pour moi tous les autres sites. Et donc, ça, c'est aussi l'un des avantages d'utiliser des solutions de ce type. Je ne retiens qu'un seul mot de passe que j'ai construit avec un passe-phrase super dur et derrière, je laisse la main de la génération des mots de passe, du renseignement sur les sites à ces outils. Donc, ça, c'est un avantage non négligeable de se dire, au lieu d'en retenir 100, j'en retiens un et derrière, il gère ça pour moi.
Donc, je vais avancer sur la partie réseaux sociaux et Internet. Donc, je vais essayer d'avancer un peu rapidement sur les réseaux sociaux et sur la partie Internet avec quelques exemples pratiques de ce qui peut nous arriver, ce qui nous arrive, ce qui est arrivé à nos proches et quelles sont les conséquences qui peuvent être les nôtres, qui peuvent nous arriver. Aujourd'hui, je me connecte sur l'ordinateur d'un ami, d'une connaissance. Comme on avait mon habitude, je rentre mon login, mon mot de passe de mon Facebook. J'étais chez ma tante, on me dit enregistrer. Parfois, c'est écrit en anglais. Donc, je ne comprends pas non plus l'anglais. Je clique sur Save. Je rentre chez moi. Demain, quelqu'un vient sur son navigateur. Il retrouve mon login et mon mot de passe. Et il retrouve ces deux éléments-là qui sont les mêmes que j'utilise sur tous les sites. Je suis une victime. Et derrière, je commence à me dire qui a accédé à mon Facebook, quelqu'un publie des éléments. C'est parce que j'ai manqué de vigilance à un certain niveau. J'ai enregistré le mot de passe dans un navigateur typiquement qui n'était pas le mien. Le deuxième cas pratique des choses qui peuvent nous arriver, je reçois un message d'une personne que je ne connais pas qui m'écrit avec le nom Samuel Eto'o, que voilà, elle aimerait prendre une photo avec moi, qu'elle me connaît. Le manque de vigilance qu'on a sur Internet face aux personnes qu'on ne connaît pas peut être un facteur important et se retrouver. Je discutais avec Samuel Eto'o, il m'avait demandé de l'envoyer 20 €, 30 € ou d'appeler tel ou tel autre numéro. Je me suis fait avoir. Je ne connais pas la personne. Je suis vigilant sur les messages que je reçois. Samuel Eto'o qui te demande 500 €, qui te demande de cliquer sur un lien. Vigilance, vigilance. Un autre point important qu'on néglige souvent, c'est la complétion de façon parfois très détaillée de nos informations personnelles sur Internet. Je précise, j'ai étudié à telle école en telle année, mon enfant est né, j'ai publié, ma femme a fait ci, j'ai publié, j'ai eu telle promotion, j'ai publié. Et toutes ces informations-là, elles sont publiques pour info. Elles sont publiques. Si je ne configure pas les choses de façon restrictive, je donne ces infos-là. Et il y a certains déjà sur le chat qui l'écrivent, la naïveté face au gain facile. Donc, j'ai quelqu'un qui me dit, j'ai 3 millions à débloquer, mais derrière, il me faut que je mette une carte PCS. Si tu me donnes un code derrière, je pourrais te donner quelque chose. Et il y a des gens qui tombent sur le panneau. Et pas que ça, je vais aller même plus loin, des conquêtes amoureuses. Donc, il y a des gens, aujourd'hui, il va rencontrer une femme, entre guillemets, qui va s'appeler Beyoncé, Shakira, qui va t'écrire qu'elle est intéressée, qu'elle t'apprécie, et qui va t'écrire en récupérant des infos que tu auras toi-même exposées. Le nom de ton chien, la race des chiens que tu aimes, l'école que tu as fait, la ville dans laquelle tu vis. Ces personnes construisent leur attaque sur la base des infos que nous donnons. Donc, sur la base des informations que nous, on fournit. Et puis, derrière, on se retrouve par magie. Elle m'avait envoyé, désolé pour le terme, elle m'avait envoyé des nudes, j'ai envoyé une vidéo et tu te retrouves victime de chantage. On n'en parle pas souvent, mais c'est fréquent. Ces choses arrivent très souvent et on te dit, donne-moi 100 €, donne-moi 1000 €, donne-moi autant, sinon j'envoie ces photos, sinon j'envoie cette vidéo à un proche, à un membre de la famille. Donc, le maître mot sur les réseaux sociaux, c'est vigilance, vigilance. Contrôler les informations qu'on partage, être vigilant avec qui on interagit. Pourquoi? Les conséquences sont réelles. Donc, il y a des conséquences sur la réputation. Quelqu'un qu'on respecte, qui va se retrouver avec des infos publiées sur Internet et derrière, par terre, une vidéo à caractère érotique, sexuel qui tombe sur Internet, des carrières politiques complètement par terre à cause de ça. L'exemple le plus récent en France, c'est il s'appelait, je pense, Benjamin Grivois, qui devait concourir pour être maire de Paris. Des choses comme ça. Sur Internet, Griveaux, publication, pareil, carter par terre. Financière. Oh, j'avais envoyé ce lien-là, j'avais cliqué, j'avais fait ceci. Il y a des gens qui perdent des dizaines, des milliers d'euros en faisant ce genre de choses. Je vais même aller plus loin. Suicide. Il y a des gens, il a été victime d'une cyberattaque, si je peux l'appeler comme ça.
il s'est filmé ses ébats ou quoi que ce soit, ces vidéos-là ont été rendues publiques. La honte devant ses enfants, devant ses petits-enfants, la personne ne l'a pas supporté et elle a mis fin à ses jours. Donc, parfois, les conséquences de ce qu'on fait peuvent avoir des conséquences funestes et se retrouver à perdre quelqu'un, à perdre un proche parce qu'on ne l'avait pas sensibilisé sur ces choses. Et si j'en parle, c'est aussi nous pour nos parents. Les personnes du troisième âge, les personnes qui utilisent les réseaux sociaux, ils se connectent juste sur Facebook, ils ne se rendent pas compte. Prends le temps de regarder le Facebook de maman, de regarder le Facebook de papa, de voir la configuration et de leur parler de ces choses-là. Donc, quand on ne contrôle pas, on peut être victime et les conséquences peuvent être vraiment funestes. Donc là, je vois dans le commentaire, tout le monde en parle, les brouteurs. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Même les plus vigilants se font avoir. Et on va faire un test et je vais demander, je vais passer la main à Macrondi juste avant. Je vais juste expliquer le test qu'on va faire, notamment sur l'importance d'avoir l'authentification à double facteur, même sur nos réseaux sociaux. Aujourd'hui, je me connecte sur mon Facebook normalement. Demain, quelqu'un arrive à avoir mon login, mon mot de passe. Il peut se connecter depuis n'importe quelle destination. Mais si j'ai une authentification à double facteur que j'ai activée sur mon Facebook, sur mon Instagram, sur mes réseaux sociaux, mes principaux réseaux sociaux, toute tentative de connexion qui ne viendrait pas de mon ordinateur, de mon téléphone portable, ces réseaux sociaux-là vont me demander de m'authentifier. Et donc, ce qui fera que quelqu'un qui a mon login et mon mot de passe, quand il va essayer de se connecter, il ne pourra pas parce qu'il n'aura pas le deuxième facteur. Je l'aurai chez moi. Au bout de certaines tentatives, je pourrais me protéger des accès malveillants. On fait le test et puis je vais répondre à la question de Mac de savoir si je perds mon téléphone, comment je fais. Mac, je te passe la main et comme ça, je vais te conduire sur… Et pour ceux qui peuvent, on va faire un test sur Facebook pour voir comment on peut activer la double authentification sur son Facebook. Donc là, typiquement, on est sur le Facebook de notre Mac. Il va aller sur son onglet compte. Donc, je ne sais pas, est-ce que si vous pouvez suivre avec moi, ce serait intéressant qu'on le fasse en même temps. Il va sur paramètres et confidentialité. Donc, vous allez sur vos paramètres. Paramètres également. Et là, derrière, il a… Aujourd'hui, Mac, tu peux remonter, s'il te plaît? Là, on peut voir que Mac se connecte depuis son PC Windows, depuis un iPhone. Peut-être qu'il a d'autres localisations. Ça, ce sont ses connexions connues, des connexions qu'il a validées. Comme il a X téléphones, donc il a X tentatives de connexion connues. Et donc, on peut voir ici en bas, on a une section authentification à deux facteurs. Donc, si vous avez installé le client que je vous ai demandé, authenticateur ou autre chose, il va nous servir pour ce use case ici. Et donc, il clique sur « Modifier ». Et là, il a plusieurs options. Utiliser une application d'authentification, utiliser un texto. Je peux juste lire le… Voilà, parfait, Mac. Une application d'authentification, utiliser un texto ou utiliser une clé de sécurité. Dans le cas d'Express, on va utiliser l'application d'authentification. Donc, Mac va cliquer sur application d'authentification. Et donc là, on a deux choses qui apparaissent. Un QR code plus un code à renseigner. Donc, si j'ai mon application d'authentification, je scanne ce QR code. Mac, tu peux faire l'exercice? On va le faire jusqu'au bout.
Voilà. Là, une fois qu'il a renseigné le QR code, il a reçu un code. Le code qu'il a reçu lui permet de valider que Facebook confirme bien qu'il y a un lien qui vient de se faire entre son client authentificateur et son téléphone. Et donc là, automatiquement, l'authentification à 2 facteurs est activée sur son Facebook. Pour la petite précision, c'est qu'aujourd'hui, quand là, il va se réauthentifier et on va lui demander, en plus de son mot de passe, on y va, Mac? N'affiche pas hein, quand même. Ça commence bien. Voilà les problèmes qu'on peut résoudre en utilisant Dashlan. Je connais un seul mot de passe. Il allait se charger de me le renseigner pour moi. OK, non, on peut… Maxi, tu ne te souviens pas du mot de passe, ce n'est pas grave. On peut pas éviter de faire plusieurs tentatives qui risquent de bloquer, qui risquent de bloquer ton accès. Mais juste ce qu'il faut retenir, c'est qu'une fois que je configure ça sur mes différents réseaux sociaux, je n'ai pas besoin de renseigner le double facteur tout le temps. Merci Mac pour la presse, je reprends la main. Je repartage mon écran. Vous me dites quand vous le voyez. C'est bon, vous revoyez mon écran? OK. Et donc, quand j'utilise le double facteur sur mes réseaux sociaux, cela ne veut pas dire qu'à chaque fois que je veux ouvrir mon Facebook, je suis obligé de venir renseigner le deuxième facteur. Donc, dans mon Facebook, il connaît que je me connecte sur mon téléphone, sur mon ordinateur perso et sur mon ordinateur pro. Toute connexion autre que celle-là, il va demander à la personne de fournir cet élément. C'est déjà une barrière supplémentaire pour que même si demain, j'avais un mot de passe faible, mon mot de passe s'est retrouvé dans une publication et quelqu'un connaît, j'ai un double facteur qui me facilite le fait que derrière, quelqu'un d'autre ne peut pas se connecter à distance depuis Kinshasa ou autre chose avec mon Facebook et faire des publications sans que je ne sache. Donc ça, c'est un élément important. L'autre point sur les réseaux sociaux, c'est la configuration des paramètres de confidentialité. On n'aura peut-être pas le temps de faire le test là aujourd'hui. C'est qu'il faut systématiquement vérifier qui peut publier sur mon Facebook. Est-ce que c'est mes amis? Est-ce que c'est tout le monde? Qui peut voir la liste de mes amis? Qui peut accéder à mes contacts? C'est important de limiter qui peut voir mes informations personnelles. Donc, on a la possibilité d'avoir une configuration fine de ce qu'on donne. Et sur Facebook ou même sur d'autres réseaux sociaux, à chaque fois, ils te demandent public, amis, amis et amis en commun, tout le monde. Pensons à utiliser ces paramètres-là. Pour nous et surtout pour les personnes de troisième âge, si je peux appeler comme ça. Donc, limiter le partage d'informations. Je vais en vacances, je suis à Ibiza, tout le temps, je tag Ibiza, Ibiza. Tu n'es pas obligé de mettre aux gens que tu es à tel endroit parce que ces infos-là peuvent être utilisées. Et l'autre point, c'est limiter les connexions aux applications tiers. Ce point ici, je vais l'expliquer, c'est qu'il y a des gens, je veux me connecter sur une application, on me demande de créer un compte. Après, je me dis, flemme de créer un compte, je vais aller utiliser le Facebook, connecter avec Facebook. On clique connecter avec Facebook. Et ça fait que tu te connectes à une application tiers en utilisant ton compte Facebook. C'est un vecteur d'attaque important. Donc, évitez au maximum à faire ce genre de choses. Donc, vraiment, sur la partie Internet, le mot, c'est faire preuve de bon sens et de mesure. Évitez le petit bonhomme rouge. Elle est jolie, c'est beaucoup d'argent, je vais publier, je vais faire ceci. Le petit bonhomme rouge, il faut vraiment éviter de l'utiliser et faire en sorte qu'on soit responsable au quotidien
dans notre utilisation des réseaux sociaux. Parce que tout passera par la sensibilisation. Le fait qu'on soit vraiment responsable sur ce qu'on est en train de faire. Et là, je parlais d'un point important, j'ai tenu à l'insérer aujourd'hui, c'est notamment parler de nos enfants. On a parlé de cybervictimes de façon globale. Les enfants aujourd'hui peuvent être des cybervictimes, dans le sens où nos enfants aujourd'hui, dès 5, 6, 8 ans, 9 ans, ils ont accès à Internet, ils ont accès à plusieurs sites, ils ont accès à des réseaux sociaux. Un parent se dirait, qu'est-ce que je peux faire moi pour m'assurer que mes enfants font bon usage de ce que je leur donne? Est-ce que nous avons la solution parfaite? Je ne crois pas. Mais ce que je peux proposer, c'est qu'aujourd'hui, on a 2 pistes sur lesquelles on peut avancer pour pouvoir protéger les enfants. On a des extensions sur des navigateurs. Donc, je vais vous le montrer un juste après. J'ai pris l'exemple de Blockseeds. C'est une extension que je rajoute sur le navigateur, sur un ordinateur ou sur la tablette que je donne à mon enfant. Et je définis les sites auxquels mon fils a le droit d'accéder. Ou je définis plutôt les sites auxquels il ne peut pas accéder. Donc, des sites qui touchent à la pornographie, des sites qui touchent à la pédopornographie, à tout ce qui est violence, je sécurise l'environnement des enfants pour qu'eux, à leur tour, ne puissent pas être victimes. Donc, je peux prendre un exemple. Ça, c'est le premier volet. Mais ça, la difficulté avec des solutions de ce type, ça voudrait dire que je l'installe à chaque fois sur chaque navigateur. Il a son ordinateur, j'installe, il a sa tablette, j'installe. Ça peut être fastidieux peut-être pour le faire si on a plusieurs équipements, mais c'est clairement des choses auxquelles il faut qu'en tant que parent, on pense. La deuxième solution, celle-ci, elle fera l'objet certainement d'une formation d'Alumnis Academy, à la fois pour les professionnels, entreprises, j'entends, et pour les particuliers, c'est le fait de mettre en place des portails captifs avec filtre. Je m'explique. Aujourd'hui, mon enfant, quand il arrive chez moi à la maison, pour se connecter sur Internet, il utilise le Wi-Fi de la maison et il va directement sur Internet. En mettant en place des solutions comme ça, quand mon fils veut aller sur Internet, peu importe l'appareil qu'il utilise, que ce soit sa tablette, son ordinateur, j'ai un filtre qui définit à quel site il ne peut pas entrer. Donc, le gouvernement, je pense typiquement français, utilise une liste qu'on appelle la liste de Toulouse. C'est une liste qui recense tous les sites interdits pour les moins de 18 ans. Et donc, c'est cette liste de Toulouse qu'on va juste implémenter ici, qui fera en sorte qu'il y a certaines écoles aujourd'hui primaires en France, écoles secondaires, qui dans les réseaux d'Internet qui donnent aux enfants, ils installent des solutions comme ça pour limiter. Quelqu'un me dira, ça ne limite pas tout. Il peut voir ça sur Facebook, il peut voir ça sur Twitter. Je suis d'accord. Mais prendre des mesures de ce type permet de réduire le périmètre d'exposition de nos enfants. Limiter le fait que sur tous ces sites ici, mon enfant ne peut pas y accéder ou ne peut pas avoir accès à ça, sur toutes les autres solutions, chez moi, je protège. Et c'est parfois facile à mettre en place. Je vais vous partager mon écran, vous verrez que ça peut être assez rapide à mettre en place. Là, je vous partage mon écran et je suis sur le navigateur. Là, typiquement, le navigateur qui utilise un Firefox. Vous voyez le Firefox ou pas? On voit ton écran Ayev, Aibin. Yes, ça c'était sur ce qu'on a vu tout à l'heure. Je viens de façon simple sur le navigateur. Je viens sur la partie extension. Je clique sur paramètres, extension et thème. Et là, sur le site, là, j'ai pris, par exemple, l'extension Blockseeds. Je fais la recherche de l'extension. Je recherche Blockseeds et je rajoute l'extension. Et ça fait que derrière, j'ai une extension qui me permet, là, j'ai vu l'extension Blockseeds. Si je vais modifier les paramètres de mon extension, j'ai plusieurs paramètres sur lesquels je peux jouer. Je peux rajouter des règles, je peux rajouter des horaires, je peux spécifier à quel moment elle peut accéder et je peux importer des listes. Au lieu de se dire comment je fais moi pour avoir toutes les listes des sites que je dois bloquer, j'importe une liste et je le mets sur mon navigateur. Et le navigateur, le bloqueur, il est transparent. Dès que quelqu'un essaie d'accéder à la page non désirée, automatiquement blocage.
personne ne peut pas accéder. Et donc, ça peut être des choses en apparence simples à mettre, mais qui peuvent avoir un impact sur la protection des enfants et des mineurs. Voilà, donc il y a dans le chat des personnes qui en rajoutent d'autres, Brave, Ecosia, donc il y a plusieurs solutions comme ça. Et donc, on doit penser également à protéger nos enfants, notamment sur l'exposition à ce qu'ils peuvent avoir sur Internet. Donc, je vais avancer rapidement sur les fraudes. Aujourd'hui, on a vu tout ça là. Derrière, on a pu voir que chaque année, le coût des fraudes et tout le reste annuellement, c'est des milliards d'euros. Rien qu'en France, sur les fraudes uniquement des cartes bancaires. Donc là, j'ai récupéré les statistiques. Les fraudes à la carte bancaire, rien que sur l'année 2020, a coûté près de 500 millions d'euros. Uniquement fraude à la carte bancaire. Donc, c'est énormément d'argent qui est en jeu. Et il y a plusieurs types de fraudes. Certaines reçoivent des messages. J'ai reçu un message d'Amélie, j'ai reçu un message CPF pour cliquer, pour pouvoir récupérer mes droits, me faire rembourser. Et parfois, je reviens à la même chose, bon sens, bon sens. Je clique sur le lien Amélie pour voir quoi? Pour récupérer un remboursement. On me dit non, pour qu'on te rembourse, renseigne les informations de ta carte bancaire. Hors de question. Je reçois un message de quelqu'un qui m'écrit Christian, mon compte Facebook est bloqué. Pour le débloquer, il faut que tu m'aides et que tu appelles un numéro. Comme je n'ai plus accès à mon téléphone, j'aurai besoin de ton aide. Tu vas appeler le numéro, c'est le numéro surtaxé. Et tu te retrouveras à la fin du mois. Moi, j'ai pris un abonnement free à 9 €. C'est 50 € que je paye. Et tout ça, ils le font dans le but de voler vos données bancaires et de pouvoir le réutiliser. Et donc, par rapport à ça, vol de carte bancaire, renseignement d'informations, aller sur des liens Amélie, CPF, autre chose, bon sens et éviter systématiquement l'utiliser. Et donc, pour être pratique sur… voilà, quelqu'un qui nous commente encore, veut gagner l'assurance maladie. Sur les arnaques au téléphone, on a plusieurs types d'arnaques au téléphone. Des personnes qui nous appellent pour le CPF, des personnes qui nous demandent aller récupérer ton colis. Donc, les conseils pratiques, c'est il y a une solution gouvernementale pour ceux qui sont en France. Donc, je ne sais pas, probablement il y a des personnes qui sont à l'étranger et qui sont connectées. On a la plateforme Blocktel. Blocktel, c'est une plateforme gouvernementale dans laquelle une personne s'inscrit pour éviter tout appel de démarchage. Oh, on veut t'appeler pour te faire une offre, tu renseignes juste ton numéro, automatiquement, le gouvernement se charge de bloquer toutes les plateformes connues pour faire ces appels et derrière, ça bloque ces appels-là. Des applications pour faire des bloqueurs d'appels. Donc, je n'ai pas voulu donner des exemples, le nom d'application, mais il y a des applications qui font en sorte que dès que tu veux rappeler un numéro surtaxé, bah, l'application, elle bloque l'appel. Elle te dit que numéro surtaxé. Donc, être vigilant vraiment sur toutes les arnaques qu'on reçoit par téléphone. SMS à recevoir, faire attention. Rappeler numéro, faire attention. Il y a des gens qui nous suivent depuis Chypre. Faire attention également à ce genre d'appel. Et sur la partie fraude à la carte bancaire, il y a beaucoup qui se disent, et ça c'est intéressant, on va essayer de le voir, on m'a piraté ma carte bancaire, j'avais essayé de faire un achat en ligne, j'avais acheté pour 20 € sur Alibaba ou un nouveau site chinois qui vend des perruques à 20 €. C'est vraiment génial. Donc, j'y vais là-bas, 20 €, tu reçois en 2 jours. Après, tu te rends compte qu'au final, ce n'est pas 20 €. J'ai vu plusieurs achats de 100, 200, 300 € qui ont été faits. Deux choses sur ce point-là. Avant de faire toute opération à caractère financier, un paiement sur Internet, le réflexe, c'est de vérifier le site sur lequel on le fait. Est-ce que c'est un site sécurisé? Est-ce qu'au début, c'est HTTPS? Ce n'est pas toujours ça qui te garantira que tout est sécurisé, mais au moins, tu as la certitude que le flux, la communication que j'ai, elle est sécurisée et donc on peut potentiellement pas capter mes informations. Donc ça, c'est un premier point. Vérifier, une nouvelle application, un nouveau site. Est-ce que c'est connu? Est-ce que c'est sécurisé? Faire une recherche rapide. Le deuxième point, aujourd'hui,
en France, il y a de plus en plus de banques qui l'utilisent. Voilà. Et notamment, vérifier tout le paquet, certificat, l'authentification HTTPS, vérifier l'entête du site. Et donc, pour vous le montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est là. Donc, normalement, dès que tu rentres sur un site, je vais aller sur, je prends un exemple, un site que je vais souvent. Typiquement, je suis sur footmercato.net. Je vois là, j'ai une petite clé. Quand je clique sur la petite clé, je peux voir que la connexion est sécurisée. Si je clique sur plus d'infos, ça me permet de voir le site, est-ce qu'il est sécurisé, quelles sont les infos, et je peux même vérifier le certificat. Et donc, derrière, ça ne me coûte rien quand je paye, je suis sur le paiement, de faire un check et de ne pas me retrouver, j'avais fait des paiements sur un site que je ne maîtrisais pas et j'ai perdu mes données bancaires. Donc, ça, c'est un premier point. Le second, c'est l'utilisation des cartes virtuelles. On a aujourd'hui des applications qui nous permettent d'utiliser des cartes virtuelles et des cartes éphémères. Donc, j'ai ma carte bancaire physique, c'est celle que j'utilise de façon physique lorsque je fais des opérations. Mais pour faire toute opération sur Internet, j'utilise ma carte virtuelle. Je vais au niveau de mon application de la banque, pour les banques qu'ils proposent, je génère une carte virtuelle et pour certains types d'opérations, je ne le fais que sur ma carte virtuelle. Quelqu'un me dira, oui, ta carte virtuelle, elle peut aussi être piratée. Oui, mais la carte virtuelle, je peux limiter le montant d'utilisation sur la carte virtuelle et la durée de la carte virtuelle. Du fait qu'elle soit virtuelle, c'est moi qui détermine cette carte, elle expire quand et cette carte, je peux l'utiliser pour combien d'argent. Donc, je peux créer une carte virtuelle. Je dis, cette carte virtuelle, je la crée pour le mois d'octobre. Et le plafond maximum des achats possibles, c'est 100 €. Donc, je l'utilise pour faire des achats en ligne. Même si quelqu'un, par le plus grand de hasard, tombé sur la carte virtuelle dans le mois que je l'utilisais, essaye de faire une opération à 500 €, l'opération ne passera pas parce que le plafond de la carte virtuelle éphémère que j'ai créée est de 100 € et utilisable qu'un mois. Après ce mois-là, si un attaquant tombe sur la carte, il ne pourra pas le faire. Il ne pourra pas l'utiliser. Ça, c'est de 1. Et il y a certains sites qui exigent parfois que la durée de la carte soit de plus de 6 mois. Quand j'utilise des cartes à des durées réduites, je limite aussi le périmètre des personnes qui peuvent utiliser ma carte bancaire et je crée un tampon entre mon compte et les achats que je fais sur Internet. Donc, pour éviter d'avoir des fraudes à la carte bancaire, j'avais fait ceci. J'utilise des cartes bancaires virtuelles. Il y a certaines banques qui proposent aujourd'hui de faire également des cartes qui changent avec des tokens. Donc, ça, c'est des solutions qui peuvent être intéressantes à explorer pour éviter ce genre de choses. Le dernier point pour finir, c'est une fraude qui est assez répandue. De plus en plus, il y a encore des personnes qui tombent dans le panneau. C'est ce qu'on appelle la fraude au président. Donc, la fraude au président, c'est une fraude qui consiste pour un attaquant à écrire à un VIP, à une personne qui a un poste d'autorité pour dire, voilà, monsieur le comptable, on a besoin d'urgence que vous fassiez une opération, faites-nous un virement de 500. Et parfois, tu verras que c'est le numéro de ton DG qui apparaît, c'est sa photo de profil, c'est vraiment lui, mais au fond, ce n'est pas la bonne personne. Et une fois l'opération exécutée, on se rend compte qu'on a été victime d'une fraude au président. Je croyais répondre à mon DG, je croyais répondre à mon boss, j'ai exécuté l'opération et d'ailleurs, ton boss te dit « Oups, je n'étais pas au courant ». Conseil pratique, toute sollicitation impliquant un caractère financier sur un réseau social, utilisez toujours une vérification via un autre canal. On m'a fait la demande sur Facebook, je vais appeler par téléphone. On m'a fait la demande sur WhatsApp, je vais faire un mail. On m'a fait la demande par mail, je vais écrire sur Telegram. Toujours faire une vérification systématique via une autre source avant de faire toute opération financière. Ça, c'est important. Et tout ça passe aussi par beaucoup de sensibilisation. On a vu 85% de ces attaques, de tout ce qu'on a dit, tombent parce qu'il y a des défaillances côté humain. Donc, sensibiliser les personnes sur ces risques, sur à quoi ils peuvent être exposés et faire des exercices. Aujourd'hui, il y a plusieurs plateformes qui existent pour faire des exercices de phishing qui ciblent les personnes.
J'ai une organisation, je vais tester mon comptable, je vais tester mon financier, je veux voir comment elle réagit. Si elle tombe sur le panneau, je me dis, oups, il y a quelque chose à faire. Voilà, on a fait un test, on a envoyé un mail, tu as exécuté l'opération, mais voilà ce que tu n'as pas vérifié. Donc ça, c'est vraiment un conseil pour les organisations, pour les entreprises, de vraiment vérifier sensibilisation et contrôle de plusieurs sources. On va finir rapidement avec les portes d'entrée dans la cybersécurité. Donc, on s'est limité à ces quelques exemples. On aurait pu passer 4 heures à voir les différents types d'attaques, les différents types d'exemples et les bonnes pratiques. Il y a certains qui se disent, bah, c'est intéressant, ça peut être cool, c'est quoi, j'ai vu à peu près c'est quoi la cybersécurité, mais c'est quoi les métiers, qu'est-ce qu'ils ont dedans, qu'est-ce qu'ils font. Et donc là, en quelques minutes, je vais rapidement présenter quelques types de métiers et voir comment ça peut être différent en termes de métiers. Aujourd'hui, dans la cybersécurité, on n'a pas que des métiers purement techniques où il faut être vraiment un hacker, connaître, être là sur le code, à tourner tout le temps. Il y a typiquement des profils. Aujourd'hui, on a besoin des chargés de communication, des gens qui ont fait des études de communication, qui sont professionnels de la communication en cybersécurité. Pourquoi? La communication étant un art et un métier à part entière, aujourd'hui, une entreprise victime d'une cyberattaque qui communique mal peut faire banqueroute. Juste parce qu'on a mal communiqué, on est coté en bourse, la valeur de le cours de notre action chute et derrière, on a des problèmes. Et donc, il y a des portes d'entrée pour les professionnels dans la communication. On a des juristes qui peuvent accompagner, des juristes spécialisés en contrat, en droit d'assurance sur la cybersécurité, dans la protection des données personnelles. Donc, il y a plusieurs métiers qui ne sont pas tous ou qui ne relèvent pas tous de la technique pure, qu'il faut forcément être quelqu'un de très technique pour pouvoir le faire. Et derrière, après, il y a des métiers, oui, qui demandent des connaissances plus poussées en informatique, des connaissances plus poussées en sécurité informatique, des années d'expérience pour pouvoir exercer ces responsabilités-là. Mais c'est pour dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment sur ça que je voulais qu'on clôture, c'est que le métier de la cybersécurité recrute énormément, il y a beaucoup de boulot et il y a beaucoup de choses à faire. Et derrière, je voudrais qu'on finisse sur ce petit exercice. On va essayer de clôturer sur ça. Et si vous pouvez me répondre sur le chat pour voir à peu près qui peut faire quoi dans un cas. On prend le cas de l'entreprise FECOD en RDC ou en France. Elle a subi une cyberattaque qui a entraîné une fuite de données à caractère personnel de l'ensemble des clients et de tous les fournisseurs. Donc, on est dans une situation de crise. À votre avis, dans les profils qui se trouvent là à droite, qui gère la crise pour moi? Qui intervient sur la partie données personnelles? Qui m'aide notamment sur le fait d'arrêter l'attaque? Qui communique aux autorités? Qui analyse et contrôle? Et donc là, j'ai mis plusieurs profils. Est-ce que sur le chat, vous pouvez me répondre, que quelqu'un me fasse une proposition de qui fait quoi par rapport à ça? Quelqu'un qui pose la crise de RSSI? Oui. Donc, sur le premier, la crise, elle est certainement gérée par le RSSI et le conseil, les autres managers supérieurs. Donc, c'est eux qui seront dans la cellule plutôt de gestion de crise. Donc, le communicant, donc, qui intervient sur la partie de données? On va le faire une après l'autre. La partie des données. Le délégué à la protection des données personnelles. Donc, les deux PD vont intervenir sur cette partie-là. Pour la communication, on a déjà répondu, c'est le chargé de com. Pour l'attaque, ce sont les spécialistes SOC, les analystes sécurisés qui vont travailler, les techniciens. Et donc, on voit clairement que dans cette organisation, c'est plusieurs personnes qui interviennent avec des niveaux de connaissances différentes en termes de sécurité informatique. Donc, j'ai fini et donc là, je veux vous donner la parole. On va essayer d'échanger et je veux prendre 2-3 personnes. En plus de tout ce qu'on s'est dit, est-ce que quelqu'un a un tips en plus, quelque chose, ou peut nous dire ce qu'il a retenu, ce qu'il a compris par rapport à toute cette présentation, en espérant que je ne vous ai pas endormi.
enfin, j'ai pas de tips à donner, mais c'est juste que j'ai suivi une série, des mini-séries, pardon, de reportages sur Netflix, en fait, qui parlent de ces différents problèmes. Donc, si jamais vous êtes intéressé, allez voir. Je me rappelle plus du titre, mais voilà. Ok, 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 ok. Donc, on va atterrir. Donc, je vous dis merci à vous de l'attention et je vais maintenant passer on va passer un temps de questions et réponses que Jordi va nous aider à animer. Merci bien, Christian. Merci pour cette présentation magistrale. Alors, on va passer à la série questions et réponses. Si vous avez en tout cas des questions, merci de pouvoir les écrire dans le chat et nous allons les remonter à Christian, mais il me semble qu'il y avait des questions qui étaient posées un peu plus tôt, sauf erreur de ma part, sauf si tu y avais répondu. Alors, on a tellement écrit, l'échange était tellement interactif que on a du mal à retrouver les questions d'avant. On va faire simple pour les personnes qui avaient posé des questions et pour lesquelles il n'y a pas de réponse, juste remettre vos questions et comme ça, on va essayer d'y répondre. Alors, on a une première question de célèbre Maonda qui demande pourquoi nous devons accepter les cookies à chaque fois que nous accédons à un site Internet. Ça, c'est une très bonne question. Déjà, avant de répondre pourquoi on doit accepter les cookies, je vais essayer rapidement de définir en quelques mots rapidement c'est quoi les cookies. Donc, les cookies, à quoi elles servent en gros? Les cookies servent à détecter les habitudes de connexion. Donc, enregistrer, je me suis connecté sur telle instance, voilà ce que j'ai mis pour que ton navigateur puisse plus facilement, en termes d'optimisation, te permettre de reprendre certains paramètres. Donc, les cookies servent à, je m'étais connecté, j'avais enregistré mes cookies, donc ça enregistrait ce que j'avais mis comme paramètre et ce que j'ai fait. La prochaine fois que je retombe sur le même site, il l'exécute plus rapidement parce qu'il a ces informations-là. Néanmoins, les cookies sont aussi facteurs de certaines vulnérabilités informatiques, notamment en termes de protection de données de suivi. Vous vous rendrez compte que je vais sur un site web, je fais une recherche, acheter ordinateur, j'avais cliqué accepter les cookies. Dès que je rouvre mon navigateur, je vais sur Google Chrome, je commence à tomber sur des publicités acheter ordinateur, acheter ordinateur. Ça, c'est les cookies qui les font. Parce qu'ils ont vu ce que tu avais fait, tu avais enregistré et derrière, ça permet aux robots, si je peux appeler ça des bots que les navigateurs utilisent, pour cibler la publicité. Ça peut entraîner aussi de la violation des données personnelles de la personne. Donc, ça t'impose, il te dit accepter les cookies. Tu n'es pas obligé d'accepter, tu peux refuser. Il y a certains, tu veux faire certains achats, je les fais en mode navigation privée, je n'accepte pas les cookies, je fais mes recherches, de telle sorte que quand je vais revenir sur mon navigateur, qu'à chaque fois, je ne voyais pas toujours acheter un ordinateur, acheter un ordinateur, acheter un ordinateur, parce que j'avais accepté les cookies et que derrière, mon navigateur l'avait retenu. Merci Christian pour cet éclairage. Alors, on a une autre question de Glody. C'est une question très particulière. Il a son cousin qui aimerait devenir hacker. Alors, Glody s'interroge sur la mise en balance qu'il faut faire entre l'éthique et l'ingéniosité. Voilà, quels conseils tu aurais à lui prodiguer dans ce sens? Et aussi, il aimerait savoir ce que la loi prévoit. Alors, pour la loi, peut-être je pourrais te compléter après, mais voilà, on aimerait avoir ton point de vue là-dessus. Ok, donc je vais répondre à la question de Glody sur les hackers et je vais répondre si ton cousin veut devenir hacker, je dirais que c'est plus ces questions d'éducation. On nous a appris à ne pas voler. Donc, si je veux faire un métier pour commencer à voler, après, c'est l'éthique personnelle. Je ne veux pas rentrer sur des jugements de valeur. Être professionnel de la cybersécurité, oui. Après, si elle veut l'utiliser de façon malveillante pour s'enrichir, je rappelle que dans les chiffres, la cybersécurité paye bien. Tu n'as pas besoin d'être hacker pour bien gagner ta vie. Donc, tu peux gagner ta vie correctement en étant professionnel dans la cybersécurité sans être hacker. Après, hacker, ça se chiffre en millions. Si tu veux vivre bien, tu peux te contenter d'un travail
et vivre correctement. Après, pour être hacker, ce sera plutôt à elle de voir. C'est ça. Et sachant aussi que le hacking est puni par la loi, hein, donc tu devrais dire à ton cousin que s'il se fait attraper, il risque 2 ans de prison et 60 000 euros d'amende. Et s'il récidive, donc, la peine, sera augmentée. Très bien, merci Christian. Alors, on a une autre question de Socrate qui aimerait savoir si le système de communication de chiffres, donc le chiffrement de bout en bout que nous présente WhatsApp, est vraiment fiable et si les personnes qui communiquent dessus sont réellement les seules à lire les messages échangés. Oui, Très bien, tout simplement oui. très bien. Ensuite, on a une autre question de Déogracias. Alors, sa question, c'est de savoir si l'on doit faire confiance au mot de passe que Apple propose. Parce que pour lui, il semble, enfin, pour lui, c'est beaucoup plus sécure, vu que ça lui demande son Face ID. Qu'est-ce que tu en penses? Je dirais oui. On peut se baser sur le mot de passe que l'enregistreur que iPhone propose. Parce que comme il le dit, ça te demande ton Face ID. Le tout dans ces solutions, c'est juste de s'assurer il me demande mon Face ID, j'ai un mot de passe différent de mon PIN pour pouvoir accéder. C'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, la problématique, c'est laquelle? Quelqu'un tombe sur mon adresse email plus le mot de passe de mon iCloud. Donc, potentiellement, cette personne n'a plus besoin de mon Face ID. Elle accède à mon iCloud sur le compte, elle a accès à mes mots de passe. Parce qu'on lui demandera, rentrer le mot de passe du compte de votre compte. Je rentre mon mot de passe et j'ai accès à tous les mots de passe. Le risque, il est à ce niveau-là. Quand je suis sur mon téléphone avec mon Face ID, oui, je me sais que voilà, c'est mon Face ID. Mais derrière, le fait que quelqu'un peut avoir accès par un autre canal avec mes identifiants, le risque, il est à ce niveau-là. Par contre, quand j'utilise des solutions à part entière, ça fait que j'ai une clé spécifique qui n'est ni liée à mon mail, ni lié à mon Facebook, ni lié à quoi que ce soit. C'est un mail spécifique que j'ai pour la plateforme. Et généralement, ces plateformes-là, quand tu les installes, ils te demandent de récupérer ce qu'ils appellent une clé maître que tu vas garder dans un de tes dossiers. Cette clé-là, tu es la seule personne à l'avoir. Si tu perds la clé ou que tu perds ton accès, tu oublies ton mot de passe, tu n'as aucun moyen. Donc, il n'y a personne, même l'entreprise qui propose la solution, de récupérer ton mot de passe. Même eux n'ont pas les moyens de le faire. Donc, c'est seulement la clé qui te permet d'accéder. Donc, le tout, ce qu'on doit comprendre sur cette problématique-là, c'est vraiment de s'assurer d'avoir une couche supplémentaire en plus du fait que je mette mon schéma uniquement ou mon mot de passe. Après, derrière, de façon appliquée dans l'application de tous les jours, ça reste jouable. Merci Christian. Alors, on a une question, par contre, qui m'est destinée. Elle vient de Jean-Luc Chacobé. La question, c'est de savoir, enfin, c'est vrai qu'il y a certains sites qui imposent des cookies, bien que ce soit interdit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est tout simplement de le signaler à la CNIL. Parce qu'en fait, depuis l'année dernière, la législation impose enjoint au site Internet, au gestionnaire de site, de donner la possibilité de refuser les cookies. Alors, lorsque vous tombez sur un site Internet qui vous impose les cookies, eh ben, vous avez la possibilité d'aller sur le site de la CNIL et de notifier tout simplement, enfin, de déposer une plainte, hein, s'il faut le dire. Et la CNIL se chargera elle-même d'enquêter sur le site et de la sanctionner. Mais sur le champ, vous n'aurez pas de solution. Soit vous acceptez, soit vous n'avez pas accès au site. Donc, vous avez plutôt à déposer plainte à la CNIL et la CNIL elle-même se chargera de sanctionner ces entreprises. Il y a pas mal de sanctions comme ça qui tombent sur ces entreprises, hein, des amendes pécuniaires qui leur sont imposées, qui vont parfois ça peut aller de 2 000 euros, ça peut atteindre 5 000 euros, ça peut atteindre des millions. Donc, c'est en tout cas ce que vous pouvez faire si vous êtes confronté à une situation comme celle-là. Mais c'est illégal. En effet, c'est illégal. Alors, on a une… Je vais prendre une question d'Emmanuel Koumassamba Oui, qui a posé la question, est-ce qu'on peut remonter l'auteur d'un ransomware? Ça, c'est une très, très bonne question.
Je dirais oui. On a une branche dans la sécurité qu'on appelle des analystes forensiques. Donc, c'est des spécialistes qui viennent intervenir après une attaque pour relever les empreintes numériques. Donc, aujourd'hui, les principaux hackers ont des empreintes comme nous, nos empreintes à nous. Et donc, derrière, après une attaque, on est capable de remonter en se basant sur la base que des centres comme l'ANSSI a, le CERT a, de certains modes opératoires, de certaines empreintes, de certains hackers. Après analyse, se dire que voilà, on est remonté sur l'analyse, on a revu comment est-ce que le facteur d'entrée, comment est-ce qu'ils ont travaillé, qu'est-ce qu'ils ont fait. Et sur la base de certains éléments, potentiellement, c'est tel groupe parce qu'eux, ils utilisent systématiquement ce mode-là. Mais être capable de remonter, et parfois, ils peuvent même remonter jusqu'à l'utilisateur final parce qu'ils peuvent remonter sur le schéma jusqu'au serveur qui l'a fait. Ce serveur-là, il est dans quel pays, lié à quelle personne, quelle adresse IP initiale. Donc, il y a la possibilité, dans certains cas, de remonter. Les hackers, à titre individuel, qui font ce genre de choses-là, je pense que dans la grande majorité de cas, ils peuvent remonter. Après, aujourd'hui, des groupes comme Anonymous ou autre chose, c'est beaucoup plus complexe parce qu'ils font des attaques qu'on appelle distribuées. Donc, ce n'est pas une personne qui attaque depuis un seul endroit. C'est 1 million d'ordinateurs qui mènent l'attaque en même temps. Donc, c'est limite impossible de savoir qui l'avait déclenché. Donc, oui et non par rapport à ta question. Très bien. On a une autre question d'Arnold. Comment faire la différence entre un mail authentique et celui venant d'un pirate? OK. Ça, c'est une très bonne question. Comment faire la différence entre un mail authentique et un mail venant d'un pirate? Je ne peux même pas partager mes mails pro pour vous montrer l'exemple, mais je vais essayer d'expliquer de façon visuelle. Quand je reçois un mail d'une personne, le principe de base, c'est que je sais qui m'envoie le mail. Donc, je dois au moins un minimum connaître la personne qui m'envoie un mail pour me demander quelque chose, pour me demander de cliquer. Est-ce que c'est une personne de mon organisation? Par organisation, j'entends l'entreprise dans laquelle je travaille. Est-ce que c'est une personne que je connais? Quand je reçois un mail et que j'ai un doute sur le contenu, le plus souvent, les mails de phishing, là, ils se sont améliorés. Il y a beaucoup de fautes d'orthographe. Tu sens que c'est un brouteur qui a récupéré quelque chose vite fait. C'est truffé de fautes d'orthographe. Et en plus de ça, il y a un point intéressant, c'est l'entête des mails. Tu te rendras compte que tu recevras un mail où on t'écrit, mais l'entête, tu verras, au lieu que ce soit @alumnis.fr, c'est alumnis avec 2 Z. Tu reçois un mail bienvenue sobiba@alumnis.fr qui t'écrit Win fait le virement de 5 000 € à Christian suite à la présentation du webinar d'aujourd'hui. Et Win reçoit le mail, elle exécute. Donc, c'est vraiment le bon réflexe. Vérifier l'entête, vraiment prendre le temps de vérifier l'entête des mails, voir le contenu. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, tout mail ou toute communication qui te demande de faire une opération financière, d'aller sur un lien que tu ne maîtrises pas, avoir le réflexe de faire la vérification par un autre canal. Je l'ai reçu par mail. Si c'est vraiment la bonne personne, j'appelle. J'ai reçu par mail. Si c'est vraiment la bonne personne, je fais un Teams, j'écris sur Slack. Vraiment, le bon réflexe. Il n'y aura pas forcément de moyens techniques pour empêcher. Il y a des solutions d'entreprise aujourd'hui qui font en sorte de bloquer en entrée les mails de phishing connus. Donc, dès que c'est connu, dès que c'est déclaré, ça bloque systématiquement. Mais quand on a un qui passe quand même le filtre, ce serait faire preuve de bon sens. Vérifier l'entête, voir est-ce que ce mail me semble cohérent et si c'est quelqu'un que je connais, essayer de faire une vérification par un autre canal. Merci Christian. On a une autre question de DL, non autrement identifié. Est-il important de toujours couvrir la caméra de son ordinateur? Pourquoi? Oui, c'est important de couvrir la caméra de son ordinateur. Aujourd'hui, certains ordinateurs qui ressortent ont déjà des clapets intégrés automatiquement. Certains pensent que ce n'est pas possible, mais je confirme que c'est possible pour une personne de prendre le commande à distance de votre ordinateur, d'activer votre caméra à distance et de filmer tout ce qui se passe à distance sans que vous ne voyez la petite lumière verte allumée. Ça reste de la configuration. Quelqu'un qui a accès au réseau de ta maison et donc derrière, par ricochet, à ton ordinateur et à tout le reste, donc il a accès à tes configurations. Il peut configurer que quand j'active la caméra, la lumière ne s'allume plus. Et donc, potentiellement, un attaquant peut avoir accès. Et donc, le réflexe, c'est de se dire, dans le doute, je ferme, je cache ma caméra. Si j'ai besoin de l'utiliser, je l'ouvre ponctuellement pour faire ce que j'ai à faire,
mais le reste du temps, je ferme ma caméra. Et moi, c'est ce que je conseillerais à tout le monde. Très bien, merci Christian. J'ai une question que j'ai reçue en message privé. Je vais lire la question. De nos jours, en enregistrant un numéro de téléphone portable d'une personne, on a derrière la suggestion spontanée de nos réseaux sociaux d'ajouter comme amis des personnes. Pensez-vous que les opérateurs téléphoniques détiennent beaucoup de nos informations ou c'est quoi le phénomène? Le plus souvent, quand on se connecte et sur le téléphone, ça c'est une très bonne question et je pense que ce sera l'un des tips aussi que je vais donner, en plus qu'on va noter, c'est que quand je me connecte sur un réseau social, il me demande de me renseigner mes infos, mon numéro, mon nom et tout. Et parfois, il nous demande dans les paramètres « Accéder à vos contacts ». On clique sur « Accepter » sans s'en rendre compte. Et les suggestions qu'ils nous font, c'est parce que eux, derrière, tu l'as demandé d'accéder à tes contacts, ils récupèrent les noms de ces personnes-là, il fait un match entre les personnes qu'il a dans sa base, les noms. C'est nous qui donnons l'info. Quand je fais, typiquement, j'ouvre un compte Snapchat, j'ai ouvert juste un compte Snapchat, quand il me dit accéder à mes contacts, je dis non. Numéro de téléphone, je ne donne pas où je mets autre chose. Derrière, je n'aurai pas de suggestion, tel ami est sur Snap, tel ami est sur Snap. Ce qui leur donne la possibilité de le faire, c'est quand nous, on accepte certaines conditions, on valide sans pouvoir le voir. Donc, c'est vraiment à nous d'être vigilants sur qu'est-ce qu'on donne comme info. Moi, typiquement, sur mon Facebook, je n'ai pas mon numéro de téléphone. Juste à titre d'exemple, je n'ai pas mon numéro de téléphone. Je vais donner un tips pour les femmes, pour les professionnels et pour les personnes. Donc, on les mettra sur nos réseaux sociaux et on vous partagera. Aujourd'hui, il y a des personnes qui utilisent deux choses, des mails éphémères et des numéros de téléphone éphémères. Mails éphémères et numéros de téléphone éphémères. Donc, j'ai besoin ponctuellement d'avoir une adresse mail pour faire quelque chose. Pour faire quelque chose, j'utilise un numéro de téléphone éphémère et derrière, sur la base de ce numéro de téléphone éphémère, je fais ce que j'ai à faire pendant un numéro jetable. Hein. Je m'enregistre sur un site, je l'utilise. Le jour, j'en ai plus besoin, je le sors. J'ai fait une annonce sur Internet, sur le Bon Coin, pour vendre un équipement. Au lieu de mettre mon numéro personnel, je télécharge une application, je génère un numéro virtuel, je mets ce numéro-là sur mon annonce, les gens m'appellent via ce numéro-là. Le jour où l'annonce est vendue, je n'ai plus besoin d'utiliser le numéro, je kill le numéro et derrière, les gens ne m'harcèlent pas sur mon téléphone personnel parce que j'ai utilisé un téléphone virtuel pour un objectif précis. Et on a 2-3 solutions brevetées, des solutions françaises, des applications qu'on installe qui nous permettent de faire ce genre de choses. Très bien. Merci, Christian. Alors, on va prendre les dernières questions avant de pouvoir clôturer cette séance. Alors, il y a une question de monsieur ou madame Hoy qui demande de savoir, qui s'interroge, au vu du nombre important d'applications que l'on a aujourd'hui, auxquelles on a souvent accès aujourd'hui, est-ce qu'il est recommandé d'avoir plusieurs mots de passe? Oui, la première recommandation, ne pas utiliser le même mot de passe entre deux applications ou deux services. Et la question qu'elle pose, elle est intéressante de se dire aujourd'hui, j'ai accès à 50 applis. Si je dois retenir 50 mots de passe, ça va être compliqué. Donc, revenons sur le chat, des solutions comme KeePass, comme Dashlan. Je retiens un seul mot de passe. Je vais accéder à une nouvelle application. Elle génère pour moi un mot de passe robuste. Elle le stocke pour moi. Et moi, au final, et elle renseigne pour moi, quand je vais utiliser l'application, le login et mot de passe, je retiens un seul mot de passe maître et derrière, j'ai un mot de passe différent pour chacun des sites auxquels j'accède. Très bien, merci Christian. On va prendre une dernière question, vu qu'on arrive pratiquement à la fin. Alors, je ne sais pas si tu l'as en chat privé ou pas, si tu as une question en privé. J'ai une question, non, dans le chat public, j'ai une dernière question. Et donc, les antivirus de Socrate sont-ils une assurance face à la cybercriminalité? Peuvent-ils, dans la majorité des cas, empêcher une compromission et éviter une attaque par ransomware?
Lesquels tu nous conseilles? Ça fait beaucoup de questions sur la même question. Je vais essayer de répondre. Non, il n'y a pas d'assurance face à la cybercriminalité. Et comme j'ai dit, 85% d'attaques se font à cause d'une défaillance humaine. Le facteur clé dans la cyberprotection, c'est la sensibilisation des hommes. Je peux avoir le dernier antivirus avec les derniers contrôles de données. Si je ne suis pas vigilant, je reçois un mail et que je clique sur un ransomware, je me suis exposé. Après, les antivirus aident énormément parce qu'ils ont des bases enregistrées, ils reconnaissent certains virus, certains vers, ils empêchent, donc ils réduisent au maximum, ils réduisent la surface d'attaque. Donc, ils ont quand même un rôle important à vérifier, à scanner, à voir s'il y avait un virus ou pas. Donc là, c'est un point important. Mais si en elles-mêmes, elles peuvent empêcher un ransomware, non. Lesquels je conseille? Donc, je n'ai pas de conseil en particulier à faire. Je ne sais pas, Defender, CrowdStrike, Symantec. Donc, il y a plusieurs solutions. Très bien. Quelqu'un qui a levé la main, Honoré, je ne sais pas si elle a posé une question. J'ai vu une main levée. Oui, donc Christian, merci pour ta présentation déjà. Donc, c'était juste pour enrichir ce que tu venais de dire tout à l'heure. La cybersécurité, c'est une affaire de tous. Le facteur humain est très important. Je suis moi-même analyste SOC, je suis en cyberdéfense. Je pense qu'en plus du fait qu'on doit être sensibilisé, être prudent et vigilant sur la partie logicielle, matériel et tout, la sécurité physique est très importante. Donc là, je parle par exemple de nos habitudes de tous les jours. Quand vous arrivez à la maison, vous voulez entrer chez vous, lorsque vous mettez votre code pour entrer à la maison, lorsque vous êtes dans les trains, dans le bus, qu'est-ce qu'il faut regarder, par exemple, quand je suis dans le bus? Est-ce que je dois me connecter à mon compte bancaire? Est-ce que je dois lire un mail important, me loguer devant mon ordinateur de travail? Ce sont des petites astuces très importantes qui peuvent vous sauver, qui peuvent sauver votre travail, votre vie. Et par rapport à l'antivirus, c'est important d'avoir un antivirus dans son ordinateur. Il suffit juste de le mettre à jour régulièrement. C'est vrai qu'il ne peut pas empêcher une cyberattaque, si je peux le dire comme ça, mais un antivirus peut vous aider à… Voilà, merci à toi, en tout cas. Merci à toi pour ta contribution. On arrive à la fin et je voulais déjà vous dire merci pour ceux qui sont là. Et j'ai mis dans le chat un lien qui renvoie vers un Typeform. Pour ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent participer aux formations Alumnis, ceux qui souhaitent qu'il y ait des formations spécifiques, le lien, il est sur le chat. N'hésitez pas à renseigner le formulaire. Ça fera plaisir. Ça nous permettra de savoir comment nous organiser, quelles formations préparer. Et via nos différents réseaux sociaux d'Alumnis, nous vous tiendrons au courant de la suite et des prochaines formations que nous organiserons. Très bien, merci Christian, merci à vous, merci à tous de notre participation. Nous croyons que vous avez été énormément enrichis par cette intervention de notre consultant senior en cybersécurité, qui est bien Christian Hippolyte-Fellow. Et donc, nous donnons rendez-vous pour de prochaines, en tout cas, formations qui vous seront sans doute communiquées, comme l'a si bien dit, à travers nos réseaux sociaux. Donc, restez connectés et vous serez en tout cas mis au parfum d'éventuelles prochaines formations. Alors, il ne nous reste plus qu'à vous remercier une fois de plus pour votre présence et à vous souhaiter également un très, très, très bon week-end. Et si vous avez d'autres questions peut-être auxquelles on n'a pas pu répondre, vous pourrez toujours nous joindre à travers nos réseaux sociaux et nous essayerons, tant soit peu, de vous apporter tous les éclairages, en tout cas, nécessaires et attendus. Voilà, nous vous souhaitons donc un très bon week-end et nous vous disons à bientôt. Se faire pirater son compte Instagram ou Facebook, se faire subtiliser sa carte bancaire, se faire usurper son identité. Il vous est sans doute déjà arrivé l'une de ces mésaventures, et si ce n'est pas le cas, vous n'êtes pas à l'abri. Nous sommes tous ou presque des cybervictimes potentielles. Christian Hippolyte-Fellow,
consultant senior en cybersécurité. J'ai eu l'opportunité de travailler pour différentes entreprises dans le secteur bancaire et j'occupe actuellement la fonction de responsable du pôle DevPro au sein du réseau Alumnis. Je vous invite ce samedi 24 septembre à 11 h à participer à un webinaire organisé par le réseau Alumnis autour de la cybersécurité. Des conseils pratiques, des tips afin de mieux protéger ses données personnelles, de mieux se protéger sur Internet et de réduire au maximum le risque d'être la prochaine cybervictime. Venez nombreux, nous allons ensemble explorer le monde de la cybersécurité et discuter des conseils pratiques pour améliorer notre sécurité sur Internet.